Beaucoup, madame. Merci également à M. Lo. On l'applaudit très fort. Nous allons passer maintenant au deuxième sous-thème et nous allons donner la parole à M. Abraham Sadio. Il est ingénieur en génie informatique. Il est calé, hein? Ingénieur en génie informatique. Ça, c'est trop fort. Il va nous dire comment les professionnels peuvent-ils se préparer à collaborer avec l'intelligence artificielle. Mais M. Abraham, avant de démarrer votre exposé, venez vous présenter devant les alumni et nos chers étudiants et nous dire qui êtes-vous exactement. J'ai toujours beaucoup de mal à dire qui je suis. Je commencerai tout d'abord par dire que je m'appelle Abraham Sadio. Je suis ingénieur en génie informatique et certifié en intelligence artificielle par Google et IBM. Et enseignant depuis plus de 20 ans maintenant. Voilà, brièvement. Voilà, merci. Avec lui, nous allons débattre, nous allons suivre en tout cas son exposé, je le disais tout à l'heure, avec ce deuxième sous-thème sur comment les professionnels peuvent-ils aujourd'hui collaborer avec cette intelligence artificielle. Nous allons lui donner la parole. Merci. Nous sommes en train de discuter, mon cher collègue Lo, autour d'un thème qui comporte deux mots-clés. Ou trois, on va dire. Intelligence artificielle, ça fait deux mots. Et le troisième, c'est travail. Mais j'aimerais tout d'abord, avant de commencer, circonscrire la définition qu'on peut donner de l'intelligence artificielle. Parce qu'en réalité, l'IA, comme on l'appelle de manière abrégée, est un concept ou plutôt une science dans la technologie qui existe depuis les années 40 environ, quand on remonte un peu l'historique de ces disciplines qu'est l'intelligence artificielle. Mais en réalité, il y a eu une mutation, un profond changement depuis le 30 novembre 2022. Vous savez pourquoi? Parce que c'est à cette date que pour la première fois, l'intelligence artificielle a été présentée au grand public de manière complètement ou radicalement différente ou disruptive. Parce qu'en fait, on est passé de l'intelligence artificielle à l'intelligence artificielle générative. Il y a quand même une différence majeure. Parce que l'IA a connu dans son histoire au moins 3 hivers, autrement dit 3 grandes crises qui ont provoqué la rupture ou la cessation des finances ou alors, des financements en rapport avec les recherches autour de l'IA. Mais à partir de 2018, il y a eu une nouvelle, on va dire, une nouvelle approche, un nouveau paradigme d'IA. Et c'est en 2022, le 30 novembre, que Sam Altman, directeur de OpenAI, qui est la société qui a fait découvrir ChatGPT, c'est à ce moment-là que les IA génératives ont été rendues publiques ou alors annoncées pour la première fois. Et vous savez que de novembre 2022, 30 novembre 2022, à janvier 2023, on est passé de quelques centaines d'utilisateurs de l'intelligence artificielle à plusieurs millions d'utilisateurs ou de comptes associés à ChatGPT. Pour vous dire tout l'engouement que cela a eu. Donc, qu'est-ce que c'est que l'IA générative? L'IA générative, en fait, est cette IA, ou agent, si vous voulez, conversationnel, comme il a dit M. Lo tout à l'heure, qui est capable non seulement de comprendre le langage humain, quelle que soit sa forme, de l'analyser, mais également de répondre de manière claire et précise à des questions qui lui sont posées. On sait que dans le langage humain, il y a d'abord la parole, il y a l'écrit, mais on sait également que l'humain est capable de comprendre également des images qu'il interprète. Et c'est ça les IA génératives en fait. Les IA génératives, depuis 2022, où ça a été rendu public, sont devenues capables non seulement de comprendre le langage humain, on appelle ça les NLP, Natural Language Processing, traitement du langage naturel, mais également de pouvoir répondre de manière claire et précise à des questions spécifiques qui lui sont posées. Donc là, le 30 novembre 2022 sonnait l'avènement historique de l'apparition des IA génératives. Au départ, ChatGPT ne pouvait que traiter des informations de manière écrite. Vous vous rappelez, enfin pour ceux qui ont découvert ça à la même période, mais en quelques mois, on est passé également, quelques mois, années,
à la capacité qu'avait ChatGPT de pouvoir non seulement comprendre un texte qui était écrit, d'y répondre également, mais aujourd'hui, on a également ce qu'on appelle des commandes vocales avec ChatGPT. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je pose une question à ChatGPT comme je vous la pose vous, en tant qu'humain. ChatGPT comprend, me répond avec le choix, c'est magnifique, de la voix qui va me répondre. Une voix féminine, une voix masculine, le timbre de la voix, je le choisis. Et il me répond. Et mieux, non seulement il donne une réponse verbale ou orale, mais en même temps, il génère la réponse de manière écrite pour que je puisse l'utiliser ultérieurement. Depuis quelque temps, vous avez remarqué également que ChatGPT est capable de générer des images, ce qui n'était pas le cas avant. Bon, j'avoue, pour ceux qui ont la génération d'images, il y a encore beaucoup à faire. Quand je compare ça à Bing AI ou bien à d'autres IA, tels que par exemple les IA qui sont utilisées aujourd'hui au niveau de Canva, pour ceux qui font de la création de contenu, de visuel, vous voyez qu'aujourd'hui, avec Canva, il y a également une IA qui l'accompagne et qui permet de générer des images d'une beauté inouïe. Ça, c'est pour ce qui est de l'acception que l'on devrait faire aujourd'hui, autour de cette table ronde, M. Lo et moi, de l'intelligence artificielle. On dira plutôt l'intelligence artificielle générative. Le deuxième mot-clé, c'est le travail, ou plutôt le troisième mot-clé, parce qu'il y a quand même ces deux mots. Le troisième mot-clé, c'est travail. Savez-vous quelle est l'origine ou la racine lexicale du mot travail? Connaissez-vous l'origine latine du mot travail? Si vous faites une petite recherche sur Internet pendant que je parle, vous découvrirez que travail dérive du mot latin tripalium, qui signifie instrument de torture à trois pieds, et qui lui-même dérive de tripalare, qui signifie torturer, tourmenter et également bâillonner. Alors ça fait sourire, n'est-ce pas? Ça montre l'ambiance qui est dans le travail, hein? Ça fait souffrir. Effectivement, parce que, et d'ailleurs même quand à l'école, depuis qu'on était petit, on dit il faut travailler dur. Mais pourquoi dur? Parce qu'on se dit que travailler, ça nécessite des efforts, il faut fournir beaucoup d'énergie et ça fait souffrir. Mais pourquoi je fais allusion à l'origine latine du mot travail? Parce que simplement, toutes les révolutions industrielles qu'il y a eu, tout à l'heure il en a mentionné quelques-unes, ça a d'abord été, la première c'était autour de la machine à vapeur avec le charbon. On a découvert que, je reparle du charbon, on a découvert que le charbon de bois, donc la chaleur qui était induite par le charbon de bois, sa combustion plutôt, pouvait être transformée en mouvement ou en énergie mécanique. Il y a eu donc la machine à vapeur autour de plusieurs choses, telles que le train par exemple. Le bateau à vapeur par exemple aussi. Ensuite, il y a eu le pétrole. Il y a eu également l'électricité avec l'un des pères fondateurs de l'électricité, à savoir Thomas Edison, dont on parle encore aujourd'hui. Mais pourquoi je vous fais l'historique de ces trois révolutions industrielles? Parce que simplement, chacune des révolutions industrielles avait un but précis, articulé autour de trois raisons. Libérer l'homme de tâches chronophages, répétitives et astreignantes. Vous êtes d'accord? Chaque révolution industrielle a été motivée par cette raison qui s'articule autour de 3 points. Libérer l'homme de tâches chronophages, répétitives et astreignantes. Chronophage, c'est-à-dire qui consomme du temps, qui prend beaucoup de temps. Répétitive, vous le savez, quand on répète de manière mécanique, qui ne nécessite pas forcément une réflexion. Et astreignante, contraignante, fatigante. Et ce qu'on considère aujourd'hui comme étant la 4e révolution industrielle, à savoir l'IA, s'inscrit exactement dans le même sillage. L'IA a commencé avec la robotique. Vous connaissez l'origine du mot robot? Robot dérive du mot robota, en tchèque, qui a été utilisé pour la première fois dans une pièce de théâtre de Karel Čapek en 1943, en tchèque. Robota signifie travail. Alors vous voyez, tout à l'heure j'ai dit travail dérive de tripalium, de tripalare qui signifie torturer, fatiguer, etc. Et robota signifie travail. Pourquoi? Dans cette pièce de théâtre, qui a été après transformée en film, Karel Čapek a mis, on appelle ça en œuvre, en jeu,
une machine appelée robot, qui était censée s'occuper des charges de travail astreignantes, fatigantes et chronophages dont l'homme se chargeait jusqu'alors. Bien entendu, c'était à l'époque de la fiction. Mais vous comprendrez très rapidement qu'on est passé de la fiction à la réalité. Je me rappelle, il parlait de Robocop tout à l'heure, ça me fait sourire parce que c'est notre époque. Mais je me rappelle également qu'il y avait Robocop, il y avait également d'autres dont j'oublie peut-être le nom pour l'instant, peut-être ça va me revenir après. Star Trek par exemple, voilà, Star Trek. Mais à chaque fois, on voyait dans ces films qu'on appelait à l'époque science-fiction des choses qui nous paraissaient absolument inouïes et inimaginables ou même irréalisables. Quand je prends par exemple le cas des hologrammes, vous connaissez les hologrammes? C'est une technologie qui permet de modéliser en 3D l'image d'une personne ou d'une chose. Mais aujourd'hui, c'est réalité. Allez à Auchan, par exemple, pas ici, Auchan de Dakar qui est au niveau de Mermoz ou au niveau de Sacré-Cœur, vous avez des hologrammes. Vous avez essayé de les photographier une fois? Ça ne marchera pas. Moi, j'ai essayé. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'une représentation virtuelle, certes, avec un dégagement on va dire, bon, pas d'électrons, mais en fait de faisceaux, voilà, de faisceaux lumineux qui modélisent en 3D une chose ou alors une personne. Il y a 30 ans en arrière, c'était de la fiction. Aujourd'hui, on est passé à la réalité. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que l'évolution de la technologie est tellement fulgurante que ce serait faire preuve de négligence que de s'inscrire dans ce contexte qu'on voit très souvent. Tout le monde crie sur le haut des toits, oui, l'IA, machin, etc. Et il y a beaucoup d'inconvénients, les gens vont perdre leur travail. C'est vrai, ils perdent leur travail, comme il a dit. Mais attention, il a également montré que d'autres jobs, d'autres métiers seraient créés. On parle de crise de l'emploi à cause de l'IA. Vous savez comment se dit le mot crise en chinois? En chinois, le mot crise. L'idéogramme chinois du mot crise, c'est Weiji. Alors, je sais qu'au Sénégal, Weiji est un prénom tout couleur, mais là, Weiji, c'est le mot crise que ça signifie en chinois. Il est divisé en deux mots. Le premier, c'est Wei, qui signifie danger, et tenez-vous bien, Ji, qui signifie opportunité. C'est magnifique, n'est-ce pas? C'est pour dire qu'à chaque danger, il y a une opportunité, quelle que soit la crise. C'est profond, hein? À chaque danger, il existe au moins une opportunité lorsqu'il y a crise. On parle de crise de l'emploi aujourd'hui, due imputable à l'apparition de l'IA, mais il y a également des dizaines de métiers. Je dis dizaines, je pense que je suis un peu trop modeste en termes de quantité. J'ai fait une conférence l'année dernière pour une université à Dakar. Je l'ai faite en ligne parce que j'étais ici à Ziguinchor. Et en préparant ma conférence, j'ai vu qu'il y avait au moins une trentaine de métiers issus de l'apparition de l'IA générative. Pourquoi se plaindre si à côté des jobs qui sont perdus, on arrive tout de même à voir de nouveaux jobs, de nouveaux métiers qui se créent? Le véritable problème, vous savez, c'est lequel? L'être humain en général, hein, l'être humain a beaucoup de mal à sortir de sa zone de confort. On aime toujours rester dans ce qu'on fait toujours de bien, ça marchait depuis 30-40 ans, nos anciens ont fait ça. Mais est-ce que c'est toujours bien de rester dans sa zone de confort? Parfois, il est bien d'en sortir, de sortir des sentiers battus, comme on dit, afin de pouvoir explorer d'autres choses, parce qu'il y a des choses magnifiques à découvrir également dans les différents métiers qui naissent avec l'IA. C'est pour dire qu'il est très important de ne pas commettre l'erreur que beaucoup ont commise dans les années 2000. Vous vous rappelez, on disait que 2000, à partir de 2000, tous ceux qui ne savaient pas ou qui ne sauront pas utiliser l'ordinateur seraient des analphabètes. Et ça a été le cas. Aujourd'hui, il y en a. Alors, on n'arrête pas le progrès, disait-on à l'époque des Lumières. On n'arrête pas le progrès. Et ce n'est pas l'IA qui va s'arrêter. Même si parfois, je pense que même parfois c'est du cinéma, quand j'entends certains acteurs de l'IA tels que, comment il s'appelle encore, Elon Musk, qui s'amuse à dire ou à demander à ses collègues chercheurs en IA de mettre une pause de 3 ou 6 mois, nous savons que c'est juste la mascarade. Ils ne feront jamais ça parce qu'ils savent tous les enjeux qu'il y a autour de l'IA. Alors ça soulève plusieurs questions. Par exemple, on se pose la question de savoir
Que faire pour ne pas se laisser larguer avec l'avènement de l'IA? Mademoiselle, tout à l'heure, a posé une très belle question parce que c'est un point qui est très important. Monsieur Lo y a répondu. Vous savez, il y a une compétence, une capacité, soft skills, comme on dit, très importante, que la machine ne pourra jamais, jamais nous enlever ou bien pour laquelle elle ne pourra pas nous remplacer. Il y a notre empathie. Les machines n'ont pas d'empathie parce qu'elles ne savent même pas leur existence. Elles ignorent même jusqu'à leur propre existence, encore moins l'existence de celles ou de ceux avec qui elles interagissent. Je vais vous dire une chose qui va vous choquer, même si je suis certifié en IA, les IA sont très bêtes. Les IA sont très bêtes, elles ne sont pas intelligentes du tout. Et d'ailleurs même l'intelligence ici, il ne s'agit pas d'intelligence stricto sensu comme on parle d'intelligence humaine, il s'agit de la capacité à accumuler de l'information et à la traiter. J'en veux pour preuve la définition du mot FBI. Dans I, c'est intelligence, n'est-ce pas? Mais de quoi s'agit-il? Il s'agit de données d'informations qui sont traitées, d'accord? Et qui sont transmises aussi. Donc, en fait, le mot intelligence dans intelligence artificielle a été galvaudé en réalité. Les IA sont bêtes. Nous sommes tous plus intelligents qu'elles. Maintenant, la question c'est, qu'est-ce que c'est que l'intelligence? Se place-t-on du point de vue humain ou du point de vue machine? Vous savez que selon Howard Gardner, on a au moins ou environ 8 types d'intelligence. Howard Gardner, vous pouvez faire une recherche après là-dessus. Kinesthésique, spatiale, musicale, logico-mathématique, littéraire, etc., etc. Alors, si l'on prend comme acception de l'intelligence, c'est-à-dire comme définition retenue de l'intelligence, la capacité à calculer avec une vitesse importante, on va dire oui, les machines sont plus rapides que nous, donc elles sont plus intelligentes que nous. Mais si on intègre l'empathie, l'esprit critique, par exemple, dont il a parlé tout à l'heure, nous sommes de loin beaucoup plus intelligents et resterons de loin plus intelligents que les machines. De loin. L'esprit critique est donc la capacité à absorber une information, mais tout en la faisant passer par le prisme de la réflexion. Autrement dit, à réfléchir et voir exactement est-ce que ce qui est dit est vrai? Est-ce que ce que l'IA m'a donné comme information est vrai ou faux? Et c'est important, vous savez pourquoi? Parce que simplement, il arrive que les IA, quelles qu'elles soient, aussi performantes fussent-elles, il arrive que des IA ne donnent des réponses totalement erronées parce que inventées, on appelle ça de l'hallucination. Les IA hallucinent. Donc faites attention, chers étudiants ou alumni et même professionnels. Prenez le temps toujours de faire valoir votre esprit critique, votre capacité à raisonner sur la base de ce que vous savez, de vos connaissances, de vos compétences, de votre expérience, pour juger de la véridication ou de l'authenticité d'une information que vous donne une IA, quelle qu'elle soit. L'esprit critique est donc une compétence qui sera fondamentalement importante aujourd'hui avec l'avènement de l'IA. Non seulement pour les professionnels, parce que beaucoup d'entre nous, qu'on soit enseignant, qu'on soit professionnel, je veux dire en entreprise, ou alors qu'on soit étudiant, parce que les étudiants également l'utilisent. Moi, j'encourage même mes étudiants à utiliser l'IA. Ça va vous choquer, peut-être. Mais je leur demande de faire usage de leur esprit critique. Et lorsqu'ils viennent, par exemple, avec des exposés, je sais qu'ils font des recherches grâce à l'IA, parce qu'il y a l'option recherche, c'est très très bien, ça permet d'aller beaucoup plus vite et de retrouver plus rapidement de l'information. Je leur demande toujours de noter les sources et de vérifier l'authenticité de ce qui est dit. Et de s'approprier les connaissances qu'ils ont acquises avec les IA. Et donc, je leur demande de faire des exposés. Alors parfois, c'est là qu'on peut voir vraiment qui a vraiment travaillé ou qui n'a pas travaillé. Donc, vous voyez, absolument, la jugeote, c'est ça, c'est très important. Donc, c'est pour dire que, en plus de l'esprit critique, la capacité à analyser, à analyser, à réfléchir pour voir si ce qu'on nous a donné comme information avec une IA est vrai ou pas, il y a l'empathie, mais il y a également notre capacité, ça c'est notre capacité à comprendre comment fonctionnent les algorithmes. Parce que vous savez que notre capacité à comprendre comment fonctionnent les algorithmes nous permettra de mieux interagir avec les IA, c'est-à-dire de mieux
formaliser les questions qu'on leur pose. On appelle ça le prompt engineering, la capacité à rédiger des prompts ou des questions qu'on adresse à une IA pour qu'elle nous réponde. Il y a une structure bien faite, en principe. Enfin, il y en a plusieurs. Hein. Parce que selon la manière, la structure de notre prompt, notre question qu'on envoie à ChatGPT, la réponse peut être complète ou incomplète, structurée ou non structurée, pertinente ou non pertinente. Il y a une compétence qu'on appelle le prompt engineering, n'est-ce pas, qui est une compétence qu'on peut acquérir également grâce à des certifications. L'impact de l'IA générative dans le domaine du travail est sans précédent. Mais n'oubliez pas une chose, comme on l'a dit tout à l'heure. Chaque révolution industrielle, de la première à celle que nous connaissons aujourd'hui, c'est-à-dire du charbon, de la machine, du pétrole, du charbon au pétrole, à l'électricité et aujourd'hui à l'IA, a été motivée par trois points. Libérer l'homme de charges ou de tâches chronophages, répétitives et astreignantes. N'oublions pas cela. Ça veut dire qu'au lieu de se mettre dans la dynamique de voir l'IA comme étant une ennemie, c'est vrai, je ne suis pas en train de dire que l'IA ne fait que de bonnes choses, non. Mais la question c'est, de quel côté allons-nous, nous, choisir de nous placer? Du côté de ceux qui utilisent l'IA pour le bien, pour promouvoir leurs activités, pour augmenter leur productivité, pour être concurrents ou de sacrés concurrents par rapport à ceux qui font la même chose qu'eux, ou alors est-ce qu'on va l'utiliser pour faire, entre guillemets, le mal, ou ce qui est interdit, ou plutôt illégal. Vous savez, c'est un peu comme la cybersécurité. Suivant la position que prennent les uns et les autres, on est soit black hat, ou bien white hat. Autrement dit, on est soit un hacker éthique, ou alors un hacker qu'on appelle cybercriminel. La véritable question, ce n'est pas de savoir l'outil est-ce qu'il est bon ou pas, c'est pas ça. Que choisissons-nous de faire avec cet outil? C'est ça la question. Lorsque le couteau a été inventé, on peut être sûr, ça commence avec le silex, etc., que ce n'était pas pour tuer. En tout cas, pas pour assassiner. C'est peut-être pour la chasse, pour la cuisine aujourd'hui, etc. Mais la décision que prendra quelqu'un de s'en servir pour autre chose d'illégal ou de malheureux, de triste, de douloureux, elle vient de qui? De l'objet? De l'outil? Ou de celui qui s'en sert? Une question à méditer. Je vous remercie. Merci, M. Sadio. Des questions, s'il vous plaît? Voilà. Bonsoir tout le monde et merci à M. Sadio pour cet exposé. Donc, ma question est la suivante. Tout à l'heure, vous avez parlé des questions éthiques sur l'utilisation des IA et autres, questions de sécurité et autres. Moi, je voudrais savoir quels sont les dangers qui tournent autour de certaines utilisations. Par exemple, il m'est arrivé une fois de m'amuser avec ChatGPT. Je lui ai demandé de me générer un code source d'un site, un site qui est privé. Donc, il me l'a envoyé et puis rapidement, c'est parti. Et le temps de garder les données, c'est parti. Et quand je lui ai demandé à nouveau, il n'a pas généré. Donc, peut-être que c'est un danger qui tournait autour de cette recherche. Donc, je voudrais savoir quelles sont les conséquences qui sont derrière ces types d'utilisation. Merci. Merci. Les conséquences derrière l'utilisation. D'autres questions, s'il vous plaît, par rapport à cette collaboration entre le monde professionnel et l'intelligence artificielle? Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bonsoir monsieur. Je suis Solène Garnier, alumni d'ISM il y a 2 ans. J'ai obtenu ma licence et aujourd'hui je suis en master en ingénierie financière, un peu comme Fatou Dieng. Alors j'ai 2 questions. La première, c'est parce que vous avez parlé du phénomène d'hallucination par rapport à l'IA.
Donc ma première question, c'est comment renforcer la robustesse des modèles d'IA générative face au phénomène d'hallucination dans un domaine tel que la finance? Et la seconde question, c'est par rapport à la souveraineté numérique. On sait qu'aujourd'hui, l'IA générative développe principalement par les différentes entreprises, notamment les créateurs comme Elon Musk. Comment est-ce qu'aujourd'hui, on peut pallier au fait qu'elles ont un impact par rapport aux grandes et moyennes entreprises en fait? Comment les petites entreprises peuvent-elles rivaliser avec tous ceux et celles qui aujourd'hui utilisent l'IA alors qu'ils ne sont pas encore dans le même pied d'égalité? Donc voilà mes deux questions. Voilà, merci. On va donner le temps à M. Sadio de répondre. Alors, merci, M. Badji, pour votre question en rapport avec les dangers qu'il y a autour de l'utilisation de l'IA. Il y a énormément de dangers et de risques. Je ne vais pas vous mentir. Vous avez pris le cas ou l'exemple... Où est-ce que... Je ne vois pas. Ah, OK. Vous avez pris l'exemple tout à l'heure d'un site créé. Moi, je pense que ça, c'est le moindre mal. Vous savez pourquoi? Il y a 2 semaines, en France, il y a eu une série d'attaques, de cyberattaques, qui ont été perpétrées pas par des experts en cybersécurité, mais par des personnes qui s'étaient appropriées des compétences autour de l'IA pour pouvoir contrecarrer ou contourner les barrières et les firewalls de ces entreprises. Vous comprenez ce que je viens de dire? C'est énorme, avec un impact incroyable, tant en termes de données sensibles, mais également de... Vous savez, quand une autre société est attaquée par des hackers, ça fait une mauvaise presse. Ça fait une très mauvaise publicité. Et c'est pourquoi, très souvent, beaucoup de sociétés préfèrent ne pas en parler. Mais ça aussi, ce n'est pas forcément la bonne attitude. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a effectivement beaucoup de dangers autour de l'IA. Donc, autant l'IA peut être utilisée pour renforcer la cyberdéfense ou pour renforcer la sécurité cyber ou la cybersécurité, autant également, certaines personnes mal intentionnées l'utilisent pour renforcer leur système et méthode d'attaque. L'année dernière, je pense que c'était au mois de, je ne sais plus trop, juillet ou je ne sais plus, en tout cas l'année dernière, en 2024, est sorti l'AI Act, qui est censé être un document qui va un peu encadrer l'usage de l'IA. Aussi au Sénégal également, il y a des structures telles que ADN qui œuvrent autour justement des questions juridiques relatives à l'IA. D'ailleurs, même ce matin, j'étais en conférence avec eux. Je n'étais pas conférencier, hein. Je veux dire, je suivais leur webinaire et ils ont parlé justement de cette question, de cet aspect-là. En fait, il y a énormément de travail qui est fait aujourd'hui autour justement des aspects juridiques quant à l'usage de l'IA, l'usage éthique et responsable de l'IA. Même ici, au niveau de Hassensec, il m'a été donné de rencontrer des chercheurs en anthropologie et en droit qui travaillent sur des thèmes autour de l'IA. Et d'ailleurs, même, on travaille ensemble. Donc, il y a beaucoup de risques et ça va nous donner énormément de travail et opportunités de métiers également qui vont naître. Voilà. Merci. Alors, pardonnez-moi, mademoiselle. J'avoue que je n'ai pas retenu vos 2 questions. Est-ce que vous voulez... quelqu'un a noté ça, s'il vous plaît? Oui. Déjà la première. La concurrence, là. Allez-y. La première, c'était de savoir comment renforcer la robustesse des modèles d'IA générative face au phénomène d'hallucination dans un domaine tel que la finance. Et en second lieu, la question, excusez-moi, j'en ai noté plusieurs, c'était, on sait tous que l'IA générative développée par les grands chercheurs est en train de causer un manque à gagner pour les petites entreprises. Donc comment, par exemple, celles-là, qui sont encore en pleine implantation, peuvent rivaliser, si on peut dire, avec les grandes entreprises? Merci beaucoup pour votre intelligence envers moi. Comme l'a dit tout à l'heure mon collègue, on est des vieillards maintenant, n'oubliez pas. Alors, plus sérieusement, je commencerai par la dernière question, mademoiselle. Petites entreprises. Bon, vous savez qu'aujourd'hui, avec l'IA, l'avènement de l'IA, il y a une redistribution des cartes. Quand on parle de start-up, à la base, il s'agit
société naissante dans le domaine de la tech, mais aujourd'hui, ce mot a été en fait élargi, son acception, sa définition élargie autour d'autres métiers. Alors, en réalité, aujourd'hui, c'est comme quand on parlait à l'époque, oui, la différence entre l'Occident et l'Afrique, etc. Aujourd'hui, avec l'IA, il y a une redistribution des cartes. Autrement dit, il s'agit juste d'avoir la volonté pour pouvoir survivre ou pour pouvoir rivaliser avec même les plus grandes entreprises. Merci beaucoup. Le modèle DeepSeek, vous en avez entendu parler? Effectivement, 1000 milliards en un seul après-midi. En fait, ça a bouleversé complètement, même au niveau de la bourse américaine, la bourse avec, comment il s'appelle, ils ont gagné, ils ont perdu plutôt plus d'1 milliard, 1000 milliards plutôt. Vous imaginez? Alors que DeepSeek, c'est ça, il n'y a plus de petites entreprises aujourd'hui avec l'IA. Alors que DeepSeek, pour la petite histoire du point de vue technique, vous savez que OpenAI, avec ChatGPT, dépense énormément du point de vue énergétique. Alors que DeepSeek, d'après en tout cas ce qui a été dit, consomme 4 à 5 fois moins d'énergie qu'OpenAI. Vous voyez que ça, alors que c'est pour quasiment les mêmes performances. C'est extraordinaire. Et aujourd'hui, il y a une véritable guerre géopolitique, géostratégique qui est en train de se jouer, pas seulement entre les États-Unis ou l'Amérique et la Chine, mais d'autres pays sont en train de venir également, sont aussi en lice. C'est pour dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de petites entreprises, il n'y a pas de grandes. Rivaliser, c'est devenu aujourd'hui, je ne vais pas dire facile, mais ça a été facilité. Tout à l'heure, mon cher collègue, dans son brillant exposé, a pointé avec des chiffres à l'appui. Avec l'IA, on peut seulement penser, ou bien trouver, on appelle ça encore, des idées développées. D'accord? Donc, est-ce qu'on travaille davantage? Alors, juste sans... Enfin, au niveau du Sénégal, par exemple, l'IA dont on a parlé il y a quelques mois, bon, je trouve que ça n'a pas eu l'impact qu'il fallait. On en a parlé peut-être quelques fois, juste une semaine, il s'agit de l'IA Awa. Alors, on a vu à la télévision une jeune fille, une jeune dame qui voulait s'habiller pour aller à une fête. Elle pose des questions quant à ça, pour savoir quoi porter avec tel habit. Bon, c'est bien. Mais la partie moi qui m'a le plus intéressé, peut-être parce que c'est mon côté professeur enseignant qui a pris dessus, c'est la partie où elle pose des questions à l'IA sur la signification de la gravité universelle. C'est en physique. Et l'IA Awa répond en Wolof. Vous le saviez? L'IA Awa, qu'elle pouvait faire ça. Est-ce que vous en avez déjà entendu parler? Mais pas beaucoup, hein. Alors que ChatGPT, tout le monde en parle. Mais ça, c'est notre faute à nous. Nous, les ingénieurs... non, c'est vrai. Je le dis dans mes conférences, c'est notre faute. Parce que c'est à nous de faire connaître à nos populations, à notre continent, le travail que nos ingénieurs, nos chercheurs font. Ce n'est pas les autres qui vont le faire pour nous, parce que ça ne les arrange pas. C'est à nous de le faire. Donc, je fais partie de ceux qui en sont responsables. Il y a une autre IA qui est en train de commencer à défrayer la chronique ces temps-ci, c'est Jangat AI, qui a été conçue par une structure, une association qu'on appelle IAS, c'est-à-dire Institut des algorithmes du Sénégal. Donc, je suis responsable. Cette IA également, un peu comme petit, va aider les étudiants à faire des recherches, à préparer des examens et à préparer également des cours. Avez-vous déjà entendu parler de cette IA aujourd'hui? Non, c'est encore notre faute. C'est pourquoi j'en parle. Vous voyez? Donc, on a déjà commencé à travailler. On a commencé à travailler là-dessus. Par rapport à votre première question, les hallucinations, c'est un phénomène qui est aujourd'hui en train d'être étudié au même titre que le phénomène des biais algorithmiques. En finance, c'est dangereux. Je comprends que vous avez posé la question par rapport à la finance, c'est votre domaine. Ça peut être très dangereux. Ça peut être très dangereux. Mais généralement, ces hallucinations-là sont en fait... voilà, c'est dû au manque de données. Tout à l'heure, il a dit qu'au Sénégal, en particulier, on manque de données. Parce que vous savez, les IA sont entraînées sur des données faciles. Mais il faut un nombre, une volumétrie assez importante de données pour que l'IA soit vraiment performante, l'algorithme soit assez performant, pour qu'il donne des résultats justes. Parce que il y a plusieurs types de
paquet de données, comment on appelle ça encore, dataset, merci. Ok. Le dataset, il y a également les testnets. Mais il faudrait que ces deux masses de données-là soient différentes. Parce que si on ne peut pas tester un algorithme sur les données sur lesquelles on l'a entraîné, ce serait biaisé. D'accord? Donc, c'est ça dans nos pays, en Afrique. Alors, ce sont des concepts, des phénomènes qui sont en train d'être étudiés aujourd'hui. L'hallucination, enfin, rien de cela. Il y a jusqu'à créer parfois des informations en les attribuant à un article, voire à un auteur qui n'existe même pas. C'est très dangereux, chers étudiants, chers alumni, surtout parce que c'est des recherches, etc. C'est chez vous, ça ne touche pas trop les professionnels dans ce domaine-là. Toujours, vous avez fait avec ChatGPT, par exemple, /r. /r, quand vous rédigez votre prompt /r, ça active le mode de recherche qui vous permet d'avoir en même temps, à chaque déclaration, le lien hypertexte pour aller le vérifier dans l'article. D'accord? Voilà. Mais mademoiselle, votre anxiété est tout à fait légitime. Des travaux sont en train d'être faits là-dessus pour ça. On espère que ce sera réglé, en tout cas, que l'impact, ou plutôt, on va dire, la fréquence de ces hallucinations-là va beaucoup baisser. Merci pour vos questions. Merci, M. Sadio. Juste, oui, une question. Allez-y. Merci beaucoup. Mon intervention sera axée sur 3 points. Déjà, un témoignage sur M. Lo, une contribution et des questions pour nos deux conférenciers. Mais dans un premier temps, je souhaiterais que vous m'accordez 3 choses. La première chose, je souhaiterais que vous applaudissiez amplement nos deux conférenciers. La deuxième, c'est de renouveler encore les applaudissements à nos deux conférenciers.